Et 1 et 2. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e Doctor Who Day organisé par l'association AOA Prod. Un événement qui donc naît en 2011, quand la série prenait petit à petit son envol dans le cœur des fans, qui a connu sa belle grande époque, notamment pour l'anniversaire des 50 ans qu'on avait diffusé ici même en direct, en vous faisant tout simplement adhérer à l'association et en payant la SACEM et France 4. Ça avait très bien marché. Et donc, une question se pose, en tout cas est posée, volontairement, un peu histoire de mettre un peu de grain à moudre dans la discussion autour de la série Doctor Who. Est-ce que Doctor Who c'est toujours aussi bien? Alors, c'était juste la petite volonté de vouloir en discuter et de voir si des gens ont des choses à dire et comment évolue la série aujourd'hui. Je suis le dernier. Eh ben, bien sûr. Non, je suis le dernier. Tu es le dernier, eh ben, bien. Et donc, pour nous accompagner lors de ce débat, dont on va vous inviter grandement à participer si vous le souhaitez, etc., bien entendu, nous avons l'équipe de la Gallifrey Academy, podcast qui a fait sa première année, tout en t-shirt, et qui vient donc, excusez-moi, et qui va donc se passer en deux temps. Le premier temps en discussion autour de ce débat, est-ce que Doctor Who c'est aussi bien, et deuxième partie avec l'enregistrement en direct de la prochaine émission de la Gallifrey Academy, tout simplement. Alors je vais vous laisser vous présenter, du coup, prenez les micros. Prends le micro. Je sais pas Moi je suis, donc on m'appelle Formaguette dans le fandom français. Je suis l'animateur de la Gallifrey Academy qui existe depuis septembre 2018. Tous les mois, tous les derniers week-ends du mois, nous sortons une émission qui rappelle un peu l'idée des grosses têtes, avec des citations, des questions. Et avec moi, bon là ils sont 4 aujourd'hui, mais nous sommes beaucoup plus, il y a beaucoup plus de participants, de plusieurs chaînes YouTube, ou des gens qui n'ont pas du tout été sur YouTube, qui sont plutôt fidèles sur les réseaux sociaux. On a Thomas de Tard Historique, Pauline de la Paperpot Team, on a Karine Boxo qui est très présente sur Facebook, qui publie beaucoup de publications sur la série classique. Et nous, on se veut uniquement déconnant. On est là pour parler de la série sérieusement, mais aussi pour rigoler. À la Gallifrey Academy, comme c'est écrit, c'est 80% de rire garanti sans trucage. Surtout de moi. Voilà, et puis je laisse les académiciens se présenter autour de moi. Bon, on peut commencer par Mathéo. Moi c'est Mathéo, j'ai 14 ans, bientôt 15, on s'en fout. Et ça fait... je suis à la Gallifrey Academy depuis la 4e émission. Donc voilà, ça fait 3 ans que je suis fan de Doctor Who et j'adore toujours autant cette série. Voilà. Il a une chaîne NDL16 sur YouTube pour ceux qui le connaissent. Alors moi c'est Floris, donc de Vegas. Et moi je suis à la Gallifrey Academy depuis l'épisode 2. L'émission numéro 2, c'est ça, la saison 1. Oui. Faut préciser qu'on est en saison 2. Donc, Et moi je connais Doctor Who depuis 2006 déjà, ça fait beaucoup. Ouais. J'avais 1 an. Faut le découvrir un jour. Et depuis moi j'ai pas arrêté de regarder, franchement c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis après... Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Para Who aussi, qui parle des paramédias sur Doctor Who, surtout des audios, parce que c'est un fan des audios de Big Finish. Voilà. Et puis les comics aussi. Hein. Oui, tout ce qui est autour de la série en fait. Ouais, vraiment tout ce qui est paramédias, les paramédias et les produits les dérivés, comics, les produits dérivés qui sont pas des goodies en fait. Ouais, c'est ça. Vous remarquerez Les que jeux, c'est ça faire Mais du coup... prochaine. Voilà, à ma droite, il y a Lily. Ah, mince, t'as ton micro. Vas-y, appuie plus longtemps, je stresse pas, là, c'est bon. Bonjour. Toujours pas. Ah si, c'est bon. Donc moi c'est Lily, donc fan de Doctor Who depuis fin 2008. Avant j'étais sur la chaîne Les Enfants du Tardis, chaîne qui malheureusement n'existe plus. Et j'ai été recrutée par Format il y a 2 ans. Elle a fait la première. Voilà. À la Gallifrey Academy. Et puis elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Lily.huc qui parle de séries télé et de films décryptés sur des courtes vidéos pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et puis le dernier. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, moi je m'appelle David et je suis fan depuis 2010 et je n'ai pas chaîne YouTube. Tout simplement. Tu fais partie de l'académie, c'est déjà pas mal. Je fais juste là pour les blagues en fait. Voilà, plus ou moins.
Les blagues pourries, c'est David. Voilà, exactement. Et donc à ma droite, nous avons, donc tu fais pas partie de la Gallifrey Academy, mais nous avons Mehdi qui, moi je lui passerai mon micro. C'est trop beau. Eh bien, enchanté Mehdi. Mehdi qui avait donc répondu à l'appel qu'on a fait sur les réseaux sociaux et le site AOA pour dire hey, est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir débattre sur scène, etc. Et on espérait faire une espèce de petits arguments contre arguments, etc. avec les gens, on va voir comment ça se passe. Mehdi, tu veux te présenter un petit peu? Bah alors, moi je suis un habitué du salon, on fait souvent, chaque année quasiment. Après, je suis un simple fan, je fais partie de Gallifrey. Mais voilà, un fan depuis 2005 et après je me suis rendu compte que je regardais quand j'étais tout petit, quand c'est sur TF1, il y a l'année de Club Dorothée, etc. Non, Après. c'est diffusé en fait, si je ne me trompe pas, en matinée. Oui, en début de matinée, oui, c'est vrai. Début des années 80. Avec des 4e Docteur, Voilà. effectivement. Je me rappelle que j'ai regardé ça il y a très longtemps. Bah, ravi de voir un ancien fan du coup. Voilà, toujours. Hein. Bah oui, hein. Un ancien nouveau, quoi. Un ancien nouveau. Et ça fait plaisir de voir des jeunes qui découvrent Doctor Who, donc pour le débat ça va être intéressant. Ouais, effectivement. Les différents points de vue à l'Académie, c'est aussi pour ça justement que j'ai créé cette émission, c'est pour rassembler le monde, des gens qui viennent des univers différents pour parler de la série comme on n'en parle pas tout le temps. Des fois c'est trop sérieux, moi c'est pas ce que je veux. Bon, des fois il y a des coups de gueule, hein, on dit ce qu'on pense à l'Académie, mais et il y a souvent des gros débats souvent on se rejoint vite sur le même avis, mais ouais, c'est aussi ça l'Académie, c'est rassembler les gens qui sont pas forcément, qui sont toujours chacun de leur côté. Comme c'est une série qui est toujours d'actualité, exact. Il y aura toujours des nouveaux. Il y aura toujours des nouveaux qui vont arriver, ouais, voilà. C'est ça, effectivement. Et donc, par rapport à notre question du jour, Doctor Who, le crépuscule du Lidl, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a, alors j'ai l'impression que là on va surtout avoir un cercle de gens qui disent non, c'est toujours aussi bien. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Là, la Gallifrey Academy, Lily est une des seules qui n'a pas beaucoup aimé la saison 11. Mais moi, ouais, il y a Lily qui serait un peu contre mon avis, mais après, on a déjà eu des débats pendant des heures avec Lily qu'on pourra refaire ici sans problème. Les joies de Discord. C'est le cas de le dire. Alors, allons-y de but en blanc. Est-ce que Steven Moffat a tué la série? Ouh là là. Alors moi je commencerai par dire que non, parce que j'ai beaucoup décrié Moffat quand il était là en train de parler de la série, quand il était showrunner de la série. Moi j'ai toujours dit que Steven Moffat c'était un bon scénariste mais un mauvais showrunner parce qu'il n'a jamais su gérer ses personnages. On voit par exemple quand on regarde toute la période de Amy, ses parents on les voit à la fin de la saison 5, mais passé la saison 5, on arrive en saison 6, saison 7, où sont les parents de Amy? Elle est morte, personne ne les prévient. Où est-ce que ça va? Le père de Clara, c'est pareil. Il n'y a pas un développement de background comme on avait chez RTD, qu'on retrouve chez Chibnall. Il n'y a pas une écriture directe du personnage en arrière-plan. J'ai l'impression que Moffat il découvre ses personnages quand les autres scénaristes écrivent pour lui, en fait. À un moment donné, il dit « Ah oui, Clara, elle fait ça. Oh, ben, je vais lui faire ça aussi pour le prochain épisode. » J'ai l'impression de ça. Ouais. C'est un très bon scénariste. Il a fait de très bons épisodes. Il a été meilleur sur sa fin que sur le milieu. Pour moi, la saison 7 et 8, ça a été des saisons très moyennes. La saison 7, même pour moi, une des moins bonnes de la série. La 8, Clara Wu, je ne peux pas. Mais ouais, non, Steven Moffat n'a pas tué la série, mais il a permis de ramener de nouveaux fans, mais aussi d'en faire partir, je pense, quelques-uns par rapport à ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu écrire. Mais après Moffat, Amy, c'est la fille qui attendait, Clara, c'est la fille impossible. C'était aussi par rapport à l'attitude de la personne. Aussi, mais je trouve que... La fille qui attendait, donc elle attendra toujours quelque chose. Voilà, la fille impossible, parce qu'elle est... voilà, elle est impossible dans plein de choses. Et les parents ou les conditions familiales, c'est pas qu'ils s'en tapent, mais ils le mettent en arrière-plan, voire en arrière-arrière-plan. Et s'il y avait un défaut, mais aussi on peut s'incarner plus rapidement cet individu. Voilà, par exemple, Amy, oui, c'est vrai, on voit ses parents tout à la fin au mariage ou tout à la fin après, mais voilà, c'est la fille qui attendait, quoi. Elle attend toujours quelque chose. Son développement. Non mais quand on parle des parents qui ont été mis un peu à l'écart,
quand Steven Moffat a voulu développer le père de Rory, qu'on voit dans un épisode, et il a voulu lui montrer une lettre. Et il a voulu que Rory donne une lettre à son père, et ça a été coupé. On a seulement une vidéo animée, un mini-isode. Parce que ce vidéo, on ne sait même pas pourquoi ça a été coupé. Oui, en mode storyboard, ouais, c'est ça. Et pourtant, ça aurait été intéressant, parce que c'est vrai qu'on l'a vu plus longtemps que les parents d'Amy en soi. Il était important, et pourtant, ça a été coupé. Bon. Après, oui, c'est sûr que vu que c'est Amy, bon, c'est le personnage principal, c'est un compagnon, il est beaucoup plus présent. Mais lui, on l'a vu dans un épisode entier, dans un vaisseau des dinosaures. Mais après, il a beaucoup voyagé avec le docteur parce qu'on voit des photos sur le frigo de Amy. Oui, c'est vrai. Il prend en photo avec des dinosaures ou avec des pyramides dans l'Égypte antique. Oui, c'est pour ça que ça aurait été sympa que du coup on voit cet épisode, mais c'est vrai que le fait qu'on fasse découper ça et qu'après on apprend qu'il a voulu faire ça, ça donne un peu un goût amer, je trouve. Enfin, je sais pas si. Déjà, son père, on voit deux fois. Il y a aussi quand le docteur il attend T-Cube. On le voit on le voit. Et je sais pas si vous avez vu, il y avait fait un storyboard justement pas d'une suite, mais un truc pour comprendre. Oui, c'est ce qu'on était en train de parler, où le petit-fils donnait la lettre. La lettre, oui, c'est ça. Ça, j'avais beaucoup aimé. Oui, c'était sympa, mais dommage qu'il n'ait pas fait normalement. Ils auraient pu au moins le faire en animé, ça aurait été peut-être un bonus, quelque chose comme ça. Si c'est les animés classiques. Ils sont pas mal en vrai. Ouais, ça dépend lesquels, mais oui. Et juste pour revenir sur Clara, mais j'ai beaucoup aimé le côté Clara, fille impossible, on sait pas d'où elle vient, etc., mais c'est pas du tout réexploité par la suite. On en parlait tout à l'heure avant la séance ici où on est en train de discuter. On disait que Clara, quand elle est à la dernier épisode de saison 9, dans son Tardis, dans son diner là où moi j'aurais aimé que ce soit une Clara qui soit justement un éclat de Clara qui découvre le docteur en fait. Et finalement non, c'est la Clara. Le problème, je pense qu'il y a un côté qu'on oublie souvent, c'est des acteurs. Et ils ont signé des contrats. Oui, bien sûr. Et je pense, si je me rappelle bien, elle a pu revenir. Même je me rappelle à l'épisode du dernier, ils ont mis une image de synthèse limite de elle. Oui. Parce qu'ils auraient pu la sortir en vrai, mais je pense qu'elle a elle-même qui ne voulait pas revenir tout court. Et je pense qu'ils ont laissé cette porte ouverte pour si elle peut revenir. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'elle ne voulait pas revenir. Et c'est comme pour aussi l'autre actrice de. Comment ça s'appelle, de Game of Thrones. Oui, Maisie Williams. Voilà, je pense qu'elle ne peut pas revenir aussi, c'est un petit délire comme ça. Et en gros, elle a essayé de trouver un échappatoire, les enlever, mais en disant, bon, peut-être revenir, mais je pense pas qu'ils vont revenir. Je pense pas. Je pense que des fanfictions autour de ça, Big Finish pourrait très bien se l'approprier dans quelques années, je pense. Comme la fille du docteur Jenny, qui devait mourir et qui finalement a ressuscité. Mais je pense que le côté Ashilder et Clara pourrait revenir chez Big Finish. Et ce serait très intéressant de le voir. Après, Jenny, je pense qu'elle peut revenir dans la série, en fait. Ouais. Pas forcément le personnage type. Comme Suzanne, moi je l'attends encore, Suzanne. Elle me manque, Grandfather. Mais pour revenir sur Clara et son arc de la fille impossible, je comprends pas parce que en fait la saison 7 a été divisée dans sa diffusion en deux parties entre guillemets, avec la partie Amy Rory et la partie Clara. C'est-à-dire que Clara a eu 6 épisodes pour un arc narratif qui était vachement énorme quand même, et je comprends pas pourquoi Moffat l'a pas fait. Il aurait dû introduire cet arc narratif dans la saison 8, il aurait eu plus de temps pour le développer, mais je pense en même temps qu'il comptait arrêter le côté entre guillemets vraiment épique pour rien de Doctor Who après la saison 7 pour revenir avec Capaldi sur un truc un peu plus ressemblant avec la série classique. Voilà, c'est vrai. Mais en fait, à la base, Clara n'était même pas prévue de revenir après les 50 ans. Si, c'est à Last Christmas, l'épisode avec le Père Noël, qu'elle devait arrêter, et finalement, Moffat a dû réécrire l'épisode de dernière minute, et du coup, il a essayé de réécrire Clara, qui n'était pas forcément le personnage de Clara. Oui. Et elle revient après en saison 9, normalement la saison 9 ça aurait dû être sans Clara, effectivement, elle aurait dû partir après la mort de Danny, justement, c'est ça qui l'a effondré. Et en parlant des épisodes de Noël, justement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une baisse de qualité entre ceux qu'on a connus avec Crucial T. Davis, qui était quand même des petits événements en soi, et celui qu'on trouve avec Moffat beaucoup? Moi je trouve pas, je trouve que l'épisode de Noël avec les crabes, les rêves, les crabes à rêves, était magnifique, et je trouve pas qu'il soit descendu en fait niveau qualité.
Je pense que juste c'est une question de goût. Après, il est très fort au niveau de la science-fiction et ça m'a vraiment pas déplu du fait qu'il y ait des couacs des fois dans les saisons sur le fait, les pandémies par exemple ou d'autres choses. Comment il s'appelle celui qui est dans l'espace là Pink. Danny Pink. Orson Pink, oui. C'est un peu, futur de Clara. Et ça va pas changer, parce que je me dis, c'est une série sur le temps et l'espace, donc de toute manière, peut-être qu'on aura la réponse un jour, parce que la série est tellement longue que on aura peut-être une réponse un jour en fait. Je pense qu'on peut dire. En fait, non, pour moi, je trouve pas que ce soit un mauvais. Je trouve c'est juste qu'il a besoin de temps en temps d'être aidé par d'autres showrunners. Et scénariste. il veut aller trop vite et trop bien faire, trop perfectionniste, et du coup, des fois, il s'y perd, quoi. Mais, moi, je l'aime. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut des épisodes de Noël. On aime ou on n'aime pas, ça a forcément une ambiance un petit peu plus festive. Peut-être moins ouviane, entre guillemets, parce que c'est des épisodes qui sont destinés à être vus par beaucoup plus de gens. Parce que c'est une diffusion à Noël, donc ils ont toujours destiné ça à des spectateurs qui ne regardaient pas forcément la série. Mais voilà, et je pense qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le dernier épisode de Noël en date, Twice Upon a Time, étant un fan à tester des classiques avec le premier Docteur, je pense que Moffat, pour le coup, a pas fait... il a pas trop fait du caca. non, mais je pense que Moffat, il y a eu une légère baisse sur l'épisode Noël de la saison 9, les mariages de River Song, je crois que ça s'appelait, qui était absolument horrible. C'était une torture. La fin est bien. Moi, il m'a fait rigoler. Je pense que la fin... il est drôle, mais niveau cohérence, c'était vraiment une torture. Et avec Twice Upon a Time, il s'est vraiment rattrapé et nous avons vu un truc vachement cohérent en faisant bien matcher 1 et 12. Et c'était vraiment bien. Les épisodes de Noël, je trouve qu'on était la plupart, à part la dernière, ça n'était pas le jour de Noël, mais les autres familles, je trouve que, à part le mariage de Réunion, c'est un peu limite, mais la philosophie de Noël, un peu de tout ça, je trouve que c'était pas mal. Voilà, il y a eu des conclusions comme dans les épisodes de Noël qui ont été très pour Matt Smith, avec des beaux messages finaux. Ouais, pour moi, c'est un des meilleurs épisodes de Noël. Twice Upon a Time. En fait, on voit juste deux choses distinctes quand on regarde l'ère Russell T. Davies et l'ère Moffat au niveau de Noël. Chez Russell T. Davies, il n'y a pas de neige, c'est que de la cendre. À chaque fois, dans chaque épisode, c'est que de la cendre, il n'y a pas forcément de neige. Je vois qu'il avait tourné au mois de juillet. Oui, ça, l'information qui a tourné au mois de juillet. Et on m'entend encore, oui. Et du coup, dans l'ère Russell T. Davies, c'est vraiment Noël d'un côté familial, d'un côté très... alors que chez Moffat, on est plus du côté du féerique, conte de fées. Enfin, moi, un de mes épisodes préférés, c'est les Noëls de fantômes des Noëls passés, avec Karzan Sardik, joué par Michael Gambon, qui est un épisode... Oui, avec le mammifère volant qui est le requin. C'est quoi le code de la porte? Je sais plus le code de la porte, on va aller chercher Abigail. 758. Tu l'as retenu? 7658. Si vous voulez aller chercher Abigail, vous faites 7658 sur le code et vous trouvez. Et je trouve que cet épisode était vachement beau et finalement on voit très bien les différences entre les deux, parce que même l'épisode avec le Titanic, puis après la prophétie de Noël partie 1, puisque la partie 2 était quand même diffusée le 1er janvier de l'année 2008, il me semble, si mes souvenirs sont bons. 10, pardon. Ah oui, 10. Je sais pas pourquoi je dis 8. 10. Donc non, je pense pas que la qualité ait baissé, mais la vision a changé en fait. Steven Moffat a apporté quelque chose de plus irréaliste, de plus rêveur. Noël, en fait. Conte de fées. Ouais, plus conte de fées, tandis qu'à côté, RTD, il était beaucoup plus terre à terre. On restait dans la science-fiction pure et dure, dans du Doctor Who, où il y avait des monstres, des extraterrestres, plus ou moins réussis. On pense aussi Corax et Arachnos, qui ont des designs assez particuliers, mais tellement kitsch que j'adore. Elle fait très Power Rangers, je trouve. En fait, je trouve que c'est un peu sacrilège qu'ils ont fait l'année dernière de pas faire d'épisode de Noël. Je trouvais ça un peu dommage. Oui. Ça dommage aussi. Moi je pense pas, parce que justement on était ancré. Moi je pense que quand le Doctor Who. Je trouve.
mois, j'attends. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais parce que dans Doctor Who, ils aiment casser les codes, parce qu'on est dans une série qui est en constant changement depuis 66, une fois que, même depuis 64, depuis que Suzanne est partie, 64, 65, dans les Daleks envahissent la Terre, dans l'arc là. Et c'est à partir de là, ils ont ajouté Vicky, puis William Hartnell est parti, et c'est toujours en constant changement. Et je pense que pour aimer la série Doctor Who, il faut être surpris. Et si on reste dans des codes toujours figés dans les mêmes choses, à Noël on regarde Noël, au Nouvel An, enfin, et que finalement il n'y a pas de Noël. Quand t'as un nouveau docteur, je trouve que c'est dommage. Parce que justement, les relations de Noël, où ces épisodes est plus centré sur le docteur, et pas forcément que ses compagnons, et plus concentré sur un conte de Noël, comme tu dis, donc il n'y a pas la même philosophie dans l'épisode. Je trouve que ça se permet aussi d'aimer plus, pas forcément l'acteur, mais le docteur. Et le comprendre peut-être un peu plus, comme Noël, ça peut être lié à son passé à lui, ou à un truc totalement différent et féerique. Ça permet d'avoir une relation avec lui ou avec elle, du coup, maintenant. Et là, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça. Du coup, donc un nouvel an qui m'a un peu. C'est pas dit que ça ne reviendra pas. C'est un changement, ça avait fait. Je suis assez d'accord, mais je pense que l'épisode Nouvel An, c'est. Enfin, je suis pas du tout contre le changement dans Doctor Who. J'adore quand on casse les codes et qu'on essaie de faire de nouvelles choses, quitte à prendre des risques vis-à-vis de la vie des fans. Mais je trouve que d'avoir fait l'épisode Nouvel An, c'était une super bonne idée pour essayer de changer un petit peu, et ça allait avec le changement de rythme, la saison qui passe à 10 épisodes, le changement de docteur, le changement d'écriture, etc. Mais je pense en même temps que c'était un mauvais plan de la BBC entre guillemets, parce que casser le code des épisodes de Noël, il faut savoir que l'épisode Résolution, l'épisode qui a été diffusé au Nouvel An, il a fait 2 fois moins d'audience que le reste de la saison, notamment parce que... Enfin, pour Noël, Les jeux ils décuitaient, t'as pas compris. mais c'est parce que ça, mais c'est pour Noël, je pense que les gens restent chez eux, ils font le réveillon à la maison avec leurs amis, ils regardent la télé. Pour le Nouvel An, il y avait le feu d'artifice à Londres, les gens sortent, etc. C'est générationnel, c'est-à-dire on a le jour de Noël, Ouais. Oui, c'est en famille. Et voilà. Et je pense que je trouve pas que ce soit une mauvaise idée, mais au niveau des audiences et de la visibilité de l'épisode, c'était vraiment pas un truc à faire, quoi. Mais moi je pense l'idée de faire un épisode spécial Nouvel An et non Noël, c'est pas bête, mais ça aurait été mieux de faire ça une fois que le docteur était vraiment introduit. Je pense que cette saison-là, ils auraient mieux fait faire un truc de Noël, et la saison d'après, faire le Nouvel An, parce que là on aurait vraiment eu le docteur, on s'est dit oui c'est bon, voilà, on a eu l'épisode de Noël, on a ce qu'on voulait du docteur, et après... C'est ça le problème, c'est ça qu'on a voulu du docteur, et c'est ça qui me dérange, parce que le docteur il fait ce qu'il veut, c'est ça le problème, et qu'on a du mal avec ça, c'est que le docteur il fait ce qu'il veut, la BBC décide ce qu'elle veut. C'est vrai que de ne pas avoir un épisode de Noël avec Jodie Whittaker, ça a manqué, et je trouve que Résolution n'aurait pas été bon en épisode de Noël, parce que ça n'a rien à voir, on part plus du tout du côté paternel avec Ryan. C'était un très bel épisode, mais c'était pas du tout un épisode de Noël. Ouais, ça ne rentrait pas dans l'esprit de Noël. Mais je suis extrêmement pressée de voir Chibnall écrire un épisode de Noël, voir sa vision à lui de Noël. Toujours pas cette année. Non, toujours pas cette année. Non. Mais apparemment, d'après les rumeurs, on n'est pas sûr. D'après les rumeurs, on n'est pas sûr. Mais rien n'a été dit dans le trailer d'hier. Il a dit dans une interview, il me semble, j'ai vu ça sur Paperpot. Mais il a dit dans une interview qu'il y aurait un épisode spécial en 2020. Mais alors, est-ce que, parce que la saison 12 sera sûrement diffusée janvier-février, je pense. Donc est-ce qu'il va attendre jusqu'à Noël pour nous pondre un épisode spécial? Je sais pas s'ils vont pas le mettre avant, parce que ça va faire une longue pause, parce que je pense pas que... Enfin, après, on n'a pas de date vraiment, mais je pense pas que la saison 12 commence sa diffusion après mars, quoi. Donc ça me je pense que ce sera avant, moi. Donc je pense pas qu'on aura d'épisode Noël cette année, mais après, rien n'est confirmé, donc... Après, c'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas d'épisode spécial de Noël cette année, parce que si jamais même s'ils commencent ils vont pas mettre un spécial Noël pour après 3 jours plus tard lancer la saison. Ça serait pas une bonne idée, je pense. Je pense pas que l'épisode qui va diffuser le 1er janvier et le 4 janvier, il paraît qu'il est en 2 parties d'après les rumeurs, je pense pas que ça va être le lancement de la saison. Je pense que ça va rester un épisode spécial qui sera un spécial Nouvel An, ouais, encore une fois. Et peut-être qu'on aura un spécial Noël en 2020, c'est ce que j'espère, parce que j'aimerais beaucoup, comme je disais, voir si Chibnall a plutôt un esprit rêveur comme Moffat, ou plutôt un peu plus terre à terre comme Russell T. Davies. Je pense qu'on sait un peu avec le fil rouge de la saison
11. Je pense qu'on sait un peu quel côté. Terre à terre, je pense. Côté terre à terre. Ouais, je pense. C'est quoi le fil rouge de la saison 11? Moi, j'ai pas compris. Personne n'est d'accord sur ça. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de fil rouge dans la saison 11. Alors, moi, je suis désolée, donc je sais pas si tout le monde ici a vu la saison 11. Je pense que oui. Mais pour moi, le fil rouge de la saison 11, c'est ça a commencé avec la mort de Grace. Et ça s'est terminé à partir du moment où Ryan et Graham enferment le Stenza. Et en fait, ça a été un fil rouge que les fans n'ont pas aimé ou n'ont pas perçu parce que avec Moffat, on a été habitué à la Pandorica, à l'hybride, à des trucs vraiment énormes que les gens voyaient, où il y avait des plans de caméra qui duraient 2 minutes sur un élément pour bien te montrer que c'est le fil rouge, ou alors placer toutes les vagues dans la saison 5, Oui, par c'est exemple. ou alors juste placer le Bonne mot. Saxon. Ou alors c'était juste placer le mot hybride dans chaque épisode, ce qui était vachement ridicule pour la saison 9. Enfin bref. Mais voilà, les fans n'avaient pas l'habitude d'un fil rouge aussi discret et enfin on le perçoit, je pense, parce que ça se suit un peu dans tous les épisodes, mais c'est pas ce que les fans ont l'habitude de voir, et ça veut dire encore une fois que la BBC a un peu cassé les codes. Et c'est aussi le style d'écriture de Chris Chibnall, alors on peut pas lui en vouloir de nous apporter quelque chose de nouveau. Et autre question sur au fil des années, est-ce que vous avez vu un changement auprès des fans, enfin, genre la communauté grossit, diminue, le grand public? Alors, moi j'ai eu la chance de participer au documentaire de la Pepper Pot Team qui va sortir mardi prochain sur leur chaîne YouTube. J'ai été le voir à Lille d'ailleurs la semaine dernière. J'étais à Lille la semaine dernière. C'était un très très beau documentaire mettant en scène, enfin mettant devant la caméra plusieurs fans de la série qui sont plus ou moins visibles ou pas sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Moi, depuis que je suis dans le fandom, alors moi je connais la série depuis 2006 et j'ai découvert la Doctor Who grâce au 2e épisode de la saison 1, La fin de la Terre. Et j'étais pas rentrée dans le fandom complètement, mais plus on avance, plus la communauté grossit, surtout, je le dis, dès la saison 5 avec Matt Smith, ils ont fait une grosse com à partir de la saison 5 avec Matt Smith et tout ce qui gravite autour, tous les objets dérivés, etc., etc. Tout est arrivé en fait, vraiment saison 5 je pense. Et ça a commencé à grossir à partir de là. Après ça s'est un peu essoufflé, on a stagné. L'arrivée de Jodie Whittaker, je pense que ça a encore amené d'autres gens, un autre style. Mais après, l'impact est vraiment l'ambulant. En Angleterre, il y a toujours eu cette. Oui. En Angleterre. En Angleterre, il y a toujours un Pour eux, c'est leur plus belle la vie, c'est leur feu de l'amour. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça, c'est exactement ça. Là, c'est un truc, pour eux, c'est leur culture. Ouais, et Ils vont pas arrêter. Et en France, nous, on l'a su par rapport à France 4. Ça a été diffusé assez vite en 2005, 2006. Donc vraiment, ça a été intégré en France assez rapidement. Et c'est là que moi, j'ai découvert. Et beaucoup qui ont découvert la série à cette époque-là. Et c'est ça que je pense, c'est à partir de là, ça a grandi. Les gens ne connaissaient pas, donc ils sont renseignés après. Et le temps que ça évolue aussi, qu'on regarde une première saison, c'est pas forcément tout de suite qu'on va aimer. On peut prendre un exemple comme Game of Thrones, première saison, c'est pas. Non, mais pour ceux qui ont aimé, c'est pas forcément la première saison où tout le monde était accroché. Non, c'est vrai, la première C'est pas le montage. C'est au bout de 2 mois. C'est pas préféré. Pas l'interdit. Non, mais ceux qui n'ont pas connu les livres, qui n'ont pas connu cet univers, Ouais, c'est c'est pas vrai. forcément la première saison qui Ouais. est venue. C'est pas la première saison qui fait la série, ouais. Et c'est pareil, les gens étaient intéressés, et petit à petit on commence à s'attacher. Mais c'est vrai. Et à être à fond dans cette Je pense qu'il y a plusieurs phases pour devenir un vrai Whovian dans le fandom. On a le début de la phase de l'exploration, donc on découvre un épisode sur France 4, on dit qu'est-ce que c'est ça? Alors il y a un mec, il rentre dans une boîte qui est plus grande, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? On comprend rien du tout. On retombe une seconde fois sur un épisode, on se dit ah c'est plutôt pas mal ça. Et puis finalement on commence à tomber dedans, et puis là il y a un chaudron, et puis on fait comme Obélix, et puis finalement on finit par regarder les classiques, lire des comics, écouter Big Finish, et puis on se dit non mais en fait ça n'en finit jamais. Non, je suis pas couché. Ouais, je pense que c'est ça. C'est vrai que je trouve que la communauté elle a grandi à partir de. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Mais à partir de Matt Smith, parce que là on changeait de showrunner, il y avait un nouveau docteur, et en plus l'épisode 1 de la saison 5 explique tout. Qui est le docteur, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il fait dans cette cabine, pourquoi il voyage, enfin, on nous explique tout. Et Pourquoi il mange du poisson crème anglaise, on l'a toujours pas su.
Je cherche encore la réponse. Et on n'a encore jamais vu la piscine dans le Tardis. Hein. Si, on l'a Si, vu dans l'épisode Voyage au centre du Tardis, dans la saison 7, on l'aperçoit. Mais on l'aperçoit, oui. La saison 10 aussi avait un sentiment de reboot, soft reboot. Un tout petit peu, ouais. Avec le pilote. Je reprenais vraiment. La saison 10, ça Il fallait quand même avoir un peu de classe, quand même. J'adore cette Mais il y a vraiment énormément de références au classique dans la saison 10. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il Ouais. faut avoir un minimum de base pour la saison 10. En fait, Commencer la série directement avec la saison 5. Il n'y avait aucun problème. surtout qu'après, la saison 10, quand on regarde, déjà, on voit Nardole, il y a, enfin, plus tard, il y a Missy. Il y a donc, c'est Missy vrai. aussi. Après, il y a Missy, Il y a après. Missy. Et Pour après, ceux on qui voit- découvrent la série, ils découvrent Missy. Ils savent pas qui c'est, puis après. Pourquoi elle est enfermée. Ouais. Donc, je pense que tout l'arc narratif de Missy commence vraiment en saison 8, quoi. Pour bien comprendre. Ouais, Même c'est saison 9, ça parce que saison 8, juste la fin de la saison, parce que toute la première partie, j'ai cru que c'était la Rani, moi, tout simplement. J'étais à fond. Mais non. Rani, elle Mais revient. non. Et non, C'est de dire rumeur. je suis Missy. Quoi Ouais, et puis après, dans les derniers épisodes, on voit le maître de John Sim, donc forcément, là, si t'as pas vu les épisodes d'avant, enfin la saison 10, c'est un peu compliqué. Enfin, au début, le pilote, je pense bien, mais après, c'est compliqué, je pense. Après, je pense que John Sim, c'est pas du tout dérangeant pour ceux qui n'ont pas regardé les épisodes avec David Tennant, parce qu'on nous apporte des fois des docteurs sur un trépied. Oui. C'est Upon a Time, pour ceux qui n'ont jamais vu Oui, c'est vrai. les épisodes du premier Docteur, on nous apporte déjà, on nous montre les premières images de The Tenth Planet, avec Polly qui enlève le manteau du docteur, enfin qui met le manteau et qui dit au docteur « Oh, il est trop beau !» Et voilà, des trucs très féminins, mais... D'accord avec vous, mais David Tennant a une particularité, c'est qu'après ses rôles de Doctor Who, il a fait Harry Potter, il a fait plein de trucs énormes. Et moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient qu'ils ont connu Doctor Who, ils se sont rendus compte qu'il y avait David Tennant dedans. Ouais, aussi. Oui. Après, en fait. Mhm. Et comme pour Peter Carey, qu'il a fait une grande carrière, mais tout le monde parle du film avec Brad Pitt juste avant, et qu'il l'avait vu là-bas. Ah non, on l'a vu là-bas, donc on va voir. Et en fait, c'est un peu rigolo, mais c'est un peu ça. Et personne n'a fait la référence à l'épisode de Volcan, etc. Mais c'est ça, pour moi, David Tennant, c'est plutôt lui qui a fait basculer les gens que Matt Smith, qui n'était pas forcément très connu en Europe, etc. Et David Tennant a vraiment, comme il a participé dans Harry Potter et dans d'autres séries assez importantes où les gens les regardaient énormément, ce qui a fait que ça, je pense que c'est ça qui a basculé. Ceux qui regardent Harry Potter, c'est gens qui aiment bien le fantastique, des choses comme ça. Ceux qui ne connaissaient pas d'ici Même dans Good Omens récemment. Voilà, Oh, Good Omens, j'adore. Dans la série God Omens, il est génial, hein, David Tennant. Pour ceux qui l'ont pas Il vu, est enfin roux. Il est enfin roux. Il en fait un coup, c'est vrai. Un docteur roux. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est ça qui a fait basculer pas mal de gens, c'est qu'ils ont réalisé qu'il y avait justement par rapport à France 4 qui ont diffusé souvent les saisons en arrière. Ouais, c'est vrai que la saison 1 à 4, elle a été énormément diffusée avant l'arrivée de Matt Smith en saison 5. Voilà. Et c'est vrai que ça a apporté, ça a pu apporter du monde effectivement, parce que David Tennant c'était quelqu'un de très connu, même en France dans ses bons rôles. Mais moi je pense vraiment que toute la com France 4 sur Matt Smith a joué. La nuit Doctor Who par exemple, rien que la nuit Doctor Who pour la saison 6, ça a lancé un engouement, les gens sont restés devant leur télé. Il y avait qui dedans? Il y avait Tennant. Non, dans la nuit Doctor Who, c'était Oui, Matt Smith, c'était la saison 6. Ah oui, oui. C'était le lancement de la saison 6, il y avait les épisodes inédits de la saison 6, il y avait des épisodes classiques, donc les gens ont pu découvrir certains épisodes classiques. Et je pense que la nuit Doctor Who a apporté aussi beaucoup de monde. Déjà sur Twitter, on avait un peu explosé les compteurs à l'époque, je me rappelle, moi je pouvais plus tweeter à la fin, tellement j'avais tweeté, c'est plus possible. Jusqu'à 5h du matin, c'était, je crois. Ouais, jusqu'à 5h du matin, ça va durer. C'était la nuit Doctor Who vraiment. Je pense que non seulement ça a apporté des nouveaux membres, mais ça a surtout fidélisé ceux qui étaient présents depuis pas trop de temps, mais qui se sont dit, enfin, en général, ça permet de rester dans le mood en fait. Ils ont vu que ça enchaînait, ils se sont dit, en fait, voilà, on peut rester, et c'est intéressant de plus en plus. Et puis il y avait il y avait des mini-documentaires, des intervenants, des gens qu'on connaît de vue ou pas. Mais non, je pense que la nuit a apporté beaucoup de choses, la nuit Doctor Who, pour l'arrivée de nouveaux fans. Et simplement pour revenir sur le fandom en lui-même, je pense qu'on a tous un ressenti différent. Et moi je suis arrivée assez tard, je suis arrivée entre la saison 10 et la saison 11. Donc c'est vrai qu'au début, je me sentais entre guillemets un petit peu seule. Parce que à la fin de la diffusion de la saison 10, j'ai regardé tous les nouveaux, et puis comme il n'y avait plus rien, j'ai commencé les classiques.
Mauvaise idée, ça m'a bouffé 3 ans de ma vie. T'as toujours arrêté d'ailleurs, on va recommencer à un moment donné. C'est vrai. Tu les as pas fini? On peut te raconter. Moi non plus, je les ai pas finis. Mais je pense que j'ai également été invitée par la Paperpot Team pour participer au documentaire. Et c'est vrai quand ils m'ont posé des questions sur le fandom français, et quand j'ai apporté ma réponse, j'ai dit que moi j'avais vraiment l'impression que depuis l'annonce de la saison 11 et du 13e Docteur, il y a eu un espèce d'engouement, que ce soit pour la saison 11 justement, il y a eu une espèce de flopée d'articles et de journaux TV, quand le trailer de la saison 11 a été diffusé, il y a eu une espèce de vague de vidéos, de com qu'on n'avait pas eu sur la saison 10. La saison 10 était étalée sur le temps, mais beaucoup trop, alors que la saison 11 et la saison 12 en ce moment, on nous dit « Ah, ça va venir, ça va venir, mais voilà, attention, ça arrive, attention, dans 3 jours ça arrive, mais donnez-le nous, bordel !» On a envie d'avoir des informations. C'est le décompte final. Ouais, c'est justement, quand j'avais fait l'interview, j'avais dit ça, et il y a Pauline de Paperpot qui m'a dit c'est marrant parce que John de Gallifrance, qui est dans le fandom depuis 10 ans, a lui dit dans son interview que le fandom était mort, que Doctor Who allait entre guillemets s'éteindre. Et c'est intéressant, je pense, de voir ces différentes visions, mais de toute façon, je pense qu'il faut arrêter de se mentir que le vrai âge d'or de la série, il est passé, il a vraiment commencé je parle pour la New Who, il a commencé à la saison 2 et c'est entre guillemets arrêté à la saison 7, saison 8. Parce que beaucoup de gens après les 50 ans, je pense que l'âge d'or elle a monté jusqu'aux 50 ans de la série et que le soufflet est tombé comme Clara qui ira toujours ses soufflets. Il y a l'âge d'or reviendra assez pas. deux en fait dans le C'est une analogie. C'est ça. L'âge d'or reviendra pas, mais il y a toujours je pense qu'il y a un intérêt vraiment grandissant par rapport à la série et on va en entendre beaucoup parler avec la com de la saison 12, je pense. Mais moi, non, vas-y. Non, mais moi, quoi, avant que je rejoigne le fandom avant que je participe, parce que moi, je suis rentré dans les Enfants du Tardis, je suis rentré en juin 2018, je crois. Juin 2018. Juin 2017. Ah, peut-être 2000, ouais, je sais pas. Mais je suis rentré donc assez tard, en fait, j'ai participé assez tard dans le fandom, et moi, dans ce que je ressentais, je me disais, mais je suis seul, j'ai de moins en moins d'amis, de potes qui regardaient Doctor Who. Déjà, quand ça a été annoncé Peter Capaldi, moi j'étais totalement hype parce que j'adore cet acteur, j'ai adoré ce docteur, et les gens qui étaient autour de moi, ils étaient non, il est trop Capaldi sur la meuf. On en a marre qu'il en parle. On en parle tout le temps. Non, mais c'est vrai, que moi avant que je connaisse du coup David ou même Format, je me disais, mais c'est pas possible, le docteur est en train de mourir parce que tout le monde était déçu de Peter Capaldi avant même qu'il soit vraiment qu'on voit un seul épisode avec lui. Tout le monde, non, c'est trop nul, il est vieux, il est de plus en plus jeune, ça contredit. Et moi, j'étais pas du tout d'accord, c'est n'importe quoi. Et je me sentais seul. Et après, quand j'ai découvert que j'étais pas seul à trouver que en fait c'était pas mort et que les gens étaient bêtes, quoi, voilà. Et on revient du coup au changement, au fait que les fans n'aiment pas le changement et qu'à chaque fois qu'on annonce un docteur, ah non, il est trop vieux, il est trop jeune. C'est ce que j'allais il est trop dire. fan. Les fans sont jamais contents. Les fans sont jamais contents et enfin, moi je suis content. Un Witcher est un éternel insatisfait. C'est ça. Mais de toute façon, pour Peter Capaldi, plus il a de cheveux, meilleur ses épisodes étaient. Exactement. C'est vrai. on est d'accord. Je pense pas que ça soit une histoire de son âge. Ça, c'est. On est bien en Angleterre, c'était le truc là, il est trop vieux au secours. Je pense ça. Déjà, de mon point de vue, c'est que Capaldi, j'ai mis hyper longtemps à l'apprécier. Je l'ai apprécié quand il est sorti de sa prison là, pendant des milliards d'années. Là, je me suis dit, ah putain, là c'est le docteur. Mais avant, j'ai eu beaucoup de mal à l'apprécier parce que c'était un docteur grincheux, on savait pas trop s'il était dans le bien, dans le mal. C'est le classique, il laissait Clara dans le caca. Enfin voilà, je l'appréciais pas. Pas Colin Baker ou Peter Davidson. Je pense que c'est plus ça le problème qu'il y a eu avec Capaldi en fait, c'est que. On n'a pas l'habitude d'un docteur comme ça, pas compatissant. Pas mal de temps à pouvoir l'apprécier. Il n'était pas si compatissant. David Tennant, Matt Smith, c'était plus jeune. Et on pouvait plus s'identifier à eux. C'est ça. Et quand on a eu Cavalier, on s'est dit, ah ouais, quand même un mec un peu plus vieux. Moi, au début, j'ai pas vraiment aimé, mais ce que j'ai aimé, c'est quand le jour du docteur, son apparition avec les autres, ça faisait un peu vraiment docteur. Mais malheureusement, on l'a pas vu après. On le voyait un peu perdu, un peu, toujours le mec un peu, ah oui, d'accord. À part l'épisode justement, la prison, là, tu revois que voilà, il arrive à Gallifrey en fait, voilà, c'est pas le docteur, je suis de retour, je vais pas rentrer chez moi, voilà.
On voit qu'il est déterminé, il a une fougue dans son Voilà, rôle. il y a vraiment le docteur qu'on connaît en fait. Ouais, bon, on retrouve un docteur en colère contre les Gallifréens et surtout contre les Time Lords, parce qu'il faut le savoir, les Time Lords ce sont des vrais enfoirés, je le dis clairement, hein, c'est eux qui l'ont forcé à se régénérer du premier au deuxième docteur parce qu'il avait trop aidé la Terre alors que la Terre était en galère. Dans The Five Doctors, c'est pareil, hein, ils ont voulu le tuer parce que leur président voulait devenir immortel. Enfin, les Time Lords, il faut pas les voir comme des gens aussi, quoi. Je pense vraiment que pas. je suis assez énervée contre les fans qui disent que ouais, le docteur il a fait revenir Gallifrey dans l'épisode des 50 ans, mais il y retourne plus de fois. Mais normal. Le docteur il a fait revenir Gallifrey parce qu'il avait. Ça pesait sur sa conscience d'avoir tué des milliers de personnes, quoi. Des innocents, voilà, des innocents, parce que les Daleks ont voulu au Time Lord et pas forcément. Voilà, les Time Lords, comme tu as dit, c'était vraiment foiré, quoi. Ils sont absolument ignobles et je pense que la série classique l'a fait beaucoup. De donner cet aspect un peu vraiment méchant aux Time Lords, mais dans la New Who, on voit vraiment les Time Lords comme des gentils, c'est le peuple du docteur, machin, et je pense qu'on attend vraiment, un épisode qui montrerait vraiment entre guillemets le vrai visage des Time Lords, pour montrer que le visage de Rassilon dans le dernier épisode de la saison 9, c'est le vrai visage des Time Lords. Oui. Le mec qui dit mais tirez sur lui, de toute façon il n'y a pas de témoins, mais ils sont 10 autour de toi, il n'y a pas de témoins. Non, moi je suis pas tout à fait d'accord. En gros, dans la version 2005, quand la première fois le docteur il parle un peu de Gallifrey, il explique bien, je pense qu'il explique vraiment bien. En fait, il explique que les Time Lords c'était des gens bien, des gens qui voulaient apprendre les choses un peu comme il est, c'est-à-dire qu'ils apprenaient la culture, qu'ils voyageaient, comme par exemple le corsaire, des amis du docteur, qui étaient un peu pareil, c'est-à-dire ils voyageaient, ils voulaient apprendre. En fait, je pense qu'on mélange beaucoup de choses. En fait, les Time Lords c'était des gens bien, et la guerre ça les a changés. C'est un peu comme dans la vie aussi. Avec le gouvernement, le peuple. Voilà. Avec des morales, et en fait c'était des morales, des valeurs, c'était des gens en fait, des explorateurs plutôt, comme ils le décrivaient au début, c'était des gens, et avec la guerre ça les a transformés et cherchaient plus le pouvoir que... Mais ça a toujours été comme ça, même avant en fait, dans les classiques, Rassilon et Omega, surtout Rassilon voulait dominer les Time Lords parce que c'est lui qui avait créé l'œil de l'harmonie en laissant Omega dans son monde parallèle. C'est affreux ça quand même. Et vraiment, déjà en fait à l'époque, quand on regarde le maître, en fait c'est le vrai visage des Time Lords. Le maître est représentatif du peuple, enfin de toute cette hiérarchie de Time Lords, et le docteur s'est enfui de Gallifrey justement pour ça. Parce que normalement, les Time Lords, ils n'ont pas du tout le droit d'interférer dans tout ce qui se passe dans l'univers. Ils ont créé les TARDIS pour pouvoir remonter dans le temps, mais ils n'ont pas le droit de s'en servir. Donc à quoi ça sert? Donc je comprends que le docteur soit parti, je comprends que l'Arani soit parti pour faire des expériences, je comprends que le maître soit parti pour poursuivre le docteur, parce que le maître voulait justement faire comme le docteur, mais il n'y arrive pas parce qu'au final ses plans tombent toujours à l'eau parce qu'il informe le docteur de ce qu'il va faire. Et il y a le moine aussi, avec le premier docteur, qui veut interférer dans le passé. Justement, normalement, les Time Lords, ils n'ont pas le droit d'interférer. C'est pour ça, en fait, l'histoire de voyage dans le temps, et je trouve ça bête que Rassilon ait dit bon, on va faire des voyages dans le temps, mais finalement on va pas s'en servir, on va rester sur Gallifrey, on va les regarder s'entretuer. Moi je pense que le fait d'avoir créé le principe de voyager dans le temps, c'est surtout avoir le pouvoir pour mettre une sorte de pression et des rêves, mais une pression parce que c'est une arme en fait. Tu peux revenir dans le passé, détruire une civilisation sans qu'ils s'en rendent compte. C'est pour ça que le docteur est jugé dans Trial, qui est c'est ça. Mais il est jugé avant. Il est jugé dans The War Games. Mort du sujet. On s'éloigne du plateau, désolé. On laisse des geeks avec les micros, c'est la fin du monde. En plus là, on va pas tarder à arrêter le débat. Oui, je comprends. Donc à la base, on vous avait donné des petits cartons. Vous avez des petits cartons de couleurs. Wow. Vous voulez faire un petit mode comme ça à l'arraché. En tout cas, si on vous le dit pas, vous êtes beau. Rémi, tu penses que tu pourrais mettre un peu plus de lumière sur la... Oui, déjà anticipé. Je vais faire la photo du coup. Donc, on n'a pas tant dit Doctor Who, c'est bien, c'est pas bien, c'est devenu pas bien. J'aurais juste une dernière petite question, ça serait est-ce que vous pensez que la série peut encore durer 10 ans de plus Oui, largement. Oui, je pense que oui. Alors pour moi, la série va aller jusqu'aux 60 ans et je l'espère parce que la Gallifrey Academy s'est créée il n'y a pas longtemps, donc j'espère au moins aller jusqu'aux 60 ans. Ouais, 4 ans. Pour moi, c'est dans la culture anglaise, donc
comme vous dites, c'est comme les feux de l'amour. C'est ça, c'est exactement ça. C'est tellement ancré chez les Britanniques que ça peut pas disparaître. C'est ça. Ils n'envisagent même pas à la fin. En gros, nous en France, on peut se dire ça. Moi, je veux parler 2 secondes de la saison 12 ou la saison 11. Ils ont fait des choses différentes. La saison 12, là, ça fait longtemps qu'on attend. Faut dire un truc, sur France 4, ils diffusent plus d'épisodes le soir ou d'autres moments comme avant. Ça manque. Ça fait qu'il y a beaucoup moins de monde qui regarde. Regarde la série, oui. Ils sont moins présents maintenant, et on en voit moins. Moi, quand il y aura la saison 12, je pense que ça va redémarrer. Ouais, je pense qu'il y a des vagues comme ça, justement. On parle pas trop de Doctor Who, donc il y a des gens qui essayent de sortir des choses dans le fandom, donc que ce soit nous, que ce soit Pepperpot, enfin surtout en France, je pense en Angleterre encore plus, dans le Royaume-Uni. Et nous, on essaye de faire vivre la communauté Doctor Who à travers ce que nous, on essaye de proposer sur différentes plateformes. Justement, le documentaire, je trouve qu'il arrive très bien, en fait, parce qu'on est tellement en attente de quelque chose. On n'a rien eu depuis le 1er janvier 2019 sur Doctor Who. On a eu le trailer hier qui nous a mis en haleine par rapport à ce qu'on pourra voir. On va diffuser à 16h sur le grand écran, du coup. Ah, génial. J'ai vu ces vidéos, ça rend plutôt très Ah bien. ouais, je pense que cette saison, alors si on peut faire quelques spéculations, va apporter beaucoup plus de choses. Déjà, Chibnall, pour ceux qui ne sont pas fans de son écriture, va décrire que 4 épisodes, contrairement à la saison dernière où il en a écrit 6. Youpi. Donc, non, c'est vrai que l'écriture de Chibnall est peut-être compliquée à comprendre. C'est ça en fait, c'est ce que tu disais, pour toi c'est une série culte anglaise, et justement c'est ce que j'ai perdu dans la saison 11, il me manquait en fait ce so british, et c'était trop américanisé, les fins trop bâclées, les monstres trop de... On parle de Team Show ou pas? Mais après, ça se sent, Il a une sacrée dent contre toi. C'est vrai que pour moi la série, pour Paul c'est quand même le débat principal, est-ce que c'est la fin de la série ou non? Pour moi c'est pas la fin de la série, mais la saison 11 m'a beaucoup déçue. Je dis pas que c'est une saison pourrie, mais c'est une saison qui m'a vraiment pas plu parce que je sais pas, je retrouvais pas cet univers Doctor Who que j'avais par exemple avec Moffat, où je voyageais là, avec Chibnall. Je trouve que c'est plat, enfin il y a pas de... C'est beau, oui d'accord, il y a des belles couleurs, des belles histoires, mais c'est plus mon Doctor Who et voilà, je suis triste. Et bon, on sera à Paris, donc ça sera bien. Ouais, c'est pas ça. Et de toute Voilà, façon, donc, la saison 12, si jamais ils arrêtent Doctor Who, on ira faire les gilets jaunes devant le siège de la BBC. Après, c'est intéressant de voir ce que eux en pensent. Les gilets bleus. Ouais, Les gilets bleus, ouais, on va faire les gilets C'est bleus. intéressant. Moi, je pense que dans cette période-là, c'est qu'on a complètement changé, on a complètement bouleversé les codes de la série. En fait, pour moi, il y a dans la série en général, en partant de 63, on a la première partie en noir et blanc, on a la deuxième partie qui fait John Pertwee jusqu'à Tom Baker parce qu'il est resté 7 ans. Après, on a la période où Doctor Who se recherche. On a Peter Davison qui est un docteur qui gueule un peu sur ses compagnons, qui est un peu aigri. Puis après, on a Colin Baker qui manque de trucs Perry. Et puis après, on a Sylvester McCoy qui est un docteur qui est encore plus sombre. Donc là, on a déjà, rien que sur la série classique, on a déjà 3 parties de Doctor Who. Après, on a le téléfilm qui ont essayé de relancer quelque chose et finalement, ça a donné quelque chose d'assez bizarre. Un peu, ouais. Bien sûr, on ne parlera pas du tournevis hyper... comment il l'appelle déjà le tournevis Acoustique, tournevis acoustique. Voilà. Merci. Et après, donc on a début 2005 où on a une bonne période de RTD, puis on passe à Moffat, on voit les changements, mais on a encore Murray Gold derrière. Dans la saison 5, Moffat a demandé beaucoup d'aide à RTD pour écrire ces épisodes parce qu'il était complètement paumé. Moffat a voulu juste vraiment américaniser la série. Oui, voilà, il a voulu toucher un peu. Surtout la saison 6. Surtout avec la saison 6. Ouais. Voilà. Et après, on a le post-50 ans, je dirais, et encore, ça reste encore dans le thème, on est un peu Matt Smith, et encore dans l'idée de Moffat. Et Chris Chibnall, on est dans un New Who, en fait, un peu comme on avait Nouvelle Terre, New York. On est dans un New Who, en fait. Là, on est en train d'aller chercher un autre public. Et Chibnall, je pense, a essayé de se rapprocher de ce côté classique qui manquait, je pense. Bah, ils ont fait plus féminin, c'est-à-dire plus gentil. Déjà, il y a un côté plus Plus humain chez le docteur. Le docteur Voilà. est quand même vachement plus. Je pense qu'on arrive encore plus à s'identifier au docteur Ouais. que Whittaker. Allez, c'est reparti. Désolé, Après, c'est vraiment parce que C'était leur podcast, hein, mais il reste sur le site à voir. Ça continuera, donc on En sera tout là. cas, le teaser est très prometteur. Ouais, le teaser est très Ouais, chouette. mais moi je veux savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont découvert la série avec la saison 11 en fait
Non, je pense que Non, c'est je des pense vieux non, Mouviane. Il y a beaucoup de fesses dans Mais la du coup, salle. ça serait sympa de savoir, oui, c'est vrai. Du coup, ça serait sympa de savoir ce que eux en pensent pour savoir si je le déclare ou pas en fait. Et bah pour cela, vous avez dans vos mains un petit truc jaune, un petit truc violet, un petit carton. Le petit carton jaune dit que vous trouvez que c'est pas le déclin, le carton violet dit que vous trouvez que c'est dans le déclin. Je vais faire une photo pour la postérité. Alors vous pouvez lever ça. Oh là, mais tout le monde a en fait. Le jeu, c'est pour Vive les cartons c'est bien, jaunes. c'est ça? C'est quoi le jeu? Ouais, jaune c'est j'ai de l'espoir, ça va être génial. Ah, ben, Eh je ben, suis avec vous. on est vive tous- l'espoir. Oui, on est tous avec vous. Docteur, l'espoir On est tous fait avec vous. vivre. Alors en vrai, il y en a Ah, il y en a 1, 2, quelques-uns. 3, 4. Ben, moi, je suis intéressée Cinq. d'écouter ceux qui n'ont pas Ouais, d'espoir. j'aimerais bien savoir pourquoi. Ouais. Et ben ouais, tiens, si on les faisait parler Ceux 5 qui ont- minutes. Bah oui, ouais. Ouais, ceux qui ont un carton. Les cartons violets, veuillez lever vos cartons violets s'il vous plaît. Ok, c'est un peu. Bah tiens, on en a un déjà là. Enfin, rapidement, parce qu'après on va passer à l'enregistrement du podcast. Trop américanisé. Beaucoup trop américanisé. Trop américanisé du coup. Ça revient sur. Ça revient avec ce disait Lily, hein, sur le Là, on avait décidé carton violet, exprimez-vous. Hop. Ah. Bah, très américanisé et beaucoup trop de compagnons pour masquer un docteur qui n'était pas foufou dans la saison 11. Aussi. Oh. Alors, le côté trop américanisé, je suis pas d'accord parce qu'on retrouve un côté kitsch et très british, déjà avec le stanza, qui je Pas trouve- assez. Oui, peut-être pas assez pourtant, et moi qui m'a plu. Et le côté docteur trois compagnons, moi ça m'a pas plus dérangé que ça non plus. Parce que Ça fait très classique. ça fait très, voilà, Les c'est ça. classiques, ils sont souvent. Ils sont très souvent nombreux Parce compagnons. que dans les classiques, ils voyagent un peu partout et au milieu des saisons, les compagnons se ramènent. Oh, je viens avec Bah toi. voilà, en fait, le seul problème dans la New Who, je pense, c'est exactement ça, c'est que les compagnons sont introduits en début de saison et partent en fin de saison. Alors que dans les classiques, peut-être t'avais en plein milieu de saison, Des passeports plein milieu, Suzanne elle dit je me casse, ok, bon, bah, c'est le prochain épisode, on est encore en pleine saison 3, oh bah il y a Vicky qui arrive, ok. Et je pense que c'est ça qui pourrait apporter aussi, et ça manque beaucoup de compagnons extraterrestres. Et aussi, ça on a manque que les surtout humains. de drapeau anglais aussi. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, enfin, voilà, dans la saison, il a pas exagéré avec le parachute. Hein. Je vous arrête de nouveau. Oui. On n'a pas le choix. Pas de problème. Non, vas-y. Encore un petit avis. Oui. Alors, je confirme le côté un peu américanisé de la série. Ouais. Et puis également, je vais reprendre le détachement qu'on a par rapport aux précédentes saisons. Donc, déjà, par rapport au déroulement des scénarios, quoi, finalement, comment dire, c'est beaucoup plus difficile à exprimer. Qu'est-ce que je pourrais prendre sur Chibnall, mais on a pas mal de. J'ai entendu pas mal de choses sur la saison 12, pas mal de rumeurs, par exemple l'éventuelle suppression du unit apparemment, qui serait remplacé par le MI5, donc bon, je trouve que c'est Ça, je quand suis même pas, une je suis pas création. fan de cette idée. Hein. Alors moi non plus, parce que Unit a toujours été présent, que ce soit dans la série Unit, et ou... depuis la saison, depuis Patrick Troughton, Unit Oui, existe. Hein, donc, évidemment. C'est vraiment une organisation qui a été vraiment très présente, que ce soit dans l'ancienne série ou même dans la nouvelle, hein, que ce soit Davis ou alors Moffat. Et voilà, je ne suis pas très fan de cette idée. Alors, par contre, j'apprécie l'idée de la présence d'un acteur qui a joué dans Timeless en particulier. Et dans Urgence, c'est le Croate. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié son prénom, un acteur que j'aime bien. J'ai pas du tout retenu les prénoms des guests, hein, je suis désolée. Moi, j'ai vu qu'il y avait Steven Fry. Mais voilà, on verra ce que ça va en découler. Mais bon, voilà, je suis plutôt pessimiste, on verra bien. Peut-être que, en tout cas, le trailer, voilà, on verra bien. Voilà. Après, moi je pense que le trailer il apporte beaucoup de choses explosives et c'est ce qu'on attend, non? Oui, c'est vrai. Mais je pense que les gens ont été habitués peut-être avec la saison, c'est un truc un peu moins américanisé justement, comme l'a pu être la saison 6 ou même la saison 7. Et c'est vrai qu'avec le trailer, j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais il y a quand même je pense à la scène dans les champs avec les motos, ça fait très... Il y a vraiment ça explose de partout et je pense qu'on va retrouver cet esprit, l'esprit saison 6 avec explosion partout, ça pète, et, voilà, ça pète, ça fume, voilà quoi. Mais enfin, ça va être surtout dans les petits détails qu'on va avoir les changements, je pense. Et il y a un épisode à Paris, donc ça va toucher un peu. Ah ouais, un épisode à Paris en 1943. Le docteur en français. C'est-à-dire que depuis Tom Baker, on avait plutôt... Non, pas depuis Tom Baker. Si, depuis Tom Baker, si, depuis Tom Baker. Il y a eu très peu d'épisodes à Paris, il y a eu... En France déjà, c'est pas. Il y a plus d'épisodes qui évoquaient la France. Il y a eu City of Death, et ça a été pratiquement tout quoi. Mathis, il a parlé une fois français, c'est la ramené. Et puis en plus, ça se passe pendant la seconde guerre. Et le retour de deux espèces emblématiques aussi.
Ouais, le retour des Judoun, franchement, je suis ravie. Un dernier carton violet. J'ai appris. Les Judoun au Judoun ont été annoncés il y a pas longtemps. Je suis désolée si je vous ai spoilé. Oh, mais c'est officiel de la BBC, donc je suis désolée. Hein. Ah, ben ça a été annoncé avant le trailer. Il y a longtemps. Bien avant le trailer, ça fait plusieurs mois que ça a été annoncé. Hein. J'avais oublié. Il n'y a pas de problème. J'espère que vous nous en voudrez pas. T'as pas spoilé Superman. Non, j'aurais Oh. Alors, dernier carton violet là. Oui. Oui, alors moi en fait j'ai découvert Doctor Who donc, quand c'est sorti là, en 2005. Ouais. Donc je connais pas les classiques. Et après je suis pas une grande fan non plus, donc les détails je les connais pas trop. Il n'y a pas de problème, on vous aime quand même. Hein. On a Lily. Simplement, moi je suis quelqu'un, quand je fais une série, c'est vrai que j'ai tendance à m'attacher à un décor, à m'attacher à un héros. Ouais, donc je dis clairement le fait que Doctor Who déjà se régénère en quelqu'un d'autre, ça a toujours posé un petit problème pour moi. Après, vu que j'ai toujours quand même bien aimé les jeunes, tout ça, enfin, je veux dire le 10e, le 9e, 10e, 11e, ça passait bien quand même. Capaldi, j'aimais bien, encore bien, mais là, la femme, bah, ça passe plus quoi. Si vous voulez, j'ai regardé quelques épisodes de cette saison, donc avec Jodie Whittaker. Je trouve la série sympa, intéressante, de mon point de vue, mais j'ai pas l'impression de regarder Doctor Who. Voilà, je regarde une autre série. Il y a beaucoup de codes qui ont été bousculés en fait voilà, avec cette saison. Je comprends. Ça me dérange. Mais je comprends parfaitement. Hein. Franchement, c'est quelque chose qui a été compliqué. Moi, je pense que le plus gros changement, le premier gros changement dans Doctor Who, à part la régénération entre Hartnell et Patrick Troughton, le premier et deuxième Docteur, je pense que c'est le passage du noir et blanc à la couleur. Il y a des gens qui pensent que Doctor Who s'est arrêté avec la couleur, mais vraiment, c'est très sérieux. C'est une information très sérieuse. Il y a des bouvianes qui pensent que la série s'est arrêtée parce que déjà, on n'a pas la vraie régénération du Docteur. On voit Patrick Troughton avec un plan où il s'éloigne et le troisième Docteur, quand il arrive, on le voit juste sortir de son TARDIS et tomber. Donc, on n'a pas cette transition de régénération qu'on peut avoir maintenant avec tous les autres docteurs et je pense que le problème de la régénération se pose depuis beaucoup plus longtemps, mais sans la régénération on ne serait pas là aujourd'hui à parler de Doctor Who et à parler de cette série qui nous rassemble puisque vous êtes tous là aujourd'hui pour ça. Mais une femme, là c'est... Bon, je sais peut-être parce que j'en suis une justement, donc on s'est attaché à un héros masculin. Et franchement, c'est trop. Mais l'histoire de la femme a été pensée par Sidney Newman à l'époque. Depuis, après le quatrième Docteur, ils hésitaient à prendre une femme en tant que Docteur. C'est pensé depuis la série classique en fait. L'histoire qu'une femme soit le Docteur n'a pas été choisie au hasard tout à fait. Et ils ont testé avec Missy. Hein. Et ils ont testé avec Missy pour le mettre. Et il y a une excellente parodie écrite par Steven Moffat qui s'appelle The Curse of Atlantis, où le Docteur utilise toutes ses régénérations bidons et où le maître a des boobs en forme de protubérance d'Alec. Et la dernière incarnation du Docteur est interprétée par Joanna Lumley qui est une femme. Donc je pense que l'idée que le Docteur soit une femme a été ancrée dans la série depuis très longtemps, mais qu'on n'a pas osé justement faire ça parce que justement pour des personnes comme vous qui est habituées à s'identifier, mais justement vous pourriez vous identifier au Docteur aujourd'hui puisque vous êtes une femme. Justement c'est pour ça, c'est qu'on a envie de vous identifier au Docteur. Ça c'est vrai, c'est ce qui se passe nécessairement, mais d'un autre côté je retrouve pas ce Docteur voilà, auquel on peut s'attacher. J'ai beaucoup aimé Matt Smith, alors je sais qu'on va muer. Non, bah alors, moi j'étais d'accord avec toi jusqu'au début, mais jusqu'à ce que tu annonces Jodie ça passe pas. Au contraire, vraiment au contraire, moi je trouve ce qui a sauvé la saison 11, c'est Jodie Whittaker. Je trouve que c'est un super Docteur. Je la trouve très bien, c'est pas ça le problème, elle est géniale. C'est juste que je retrouve pas ce Docteur c'est contexte en fait, il avait plus le Docteur Who. Mais Jodie n'est vraiment pas le problème dans la saison. Non, je pense pas que ce soit Jodie qui soit le problème. C'est-à-dire qu'elle aurait été une autre héroïne dans une autre série, j'aurais trouvé ça formidable. Voilà. C'est juste que c'est pas mon Docteur que j'avais... Je pense qu'on attend le côté un peu, pas méchant, mais un peu, je suis là chez le Docteur pour régler le problème un peu en mode vénère, et je pense que là, plusieurs problèmes vont avoir un côté plus sombre, des experts qui vont être dans ce sombre-là, qui va faire vous montrer la personnalité. Ça arrivera. De toute façon, dans tous les cas, chez chaque Docteur, on a vu leur bon côté, leur mauvais côté. Et j'espère dans la saison 12 qu'elle va s'énerver et qu'on va voir son côté sombre. Ah oui, faites quelle gueule. Donc, en gros, pour sauver Doctor Who, il faudrait que la série soit plus sombre, c'est marrant. Ouais, c'est ça. On retrouve un côté plus sombre du Docteur, effectivement. Je suis d'accord. Ça serait bien. Et ben en tout cas, on finit là sur cette première partie de débat. Plaisir, on va s'organiser. Alors déjà, un très grand merci à Pépin Culture. On continue de nous accompagner tout de suite. Merci beaucoup. Et à Mélie aussi d'être venue partager. Merci beaucoup.
Super intéressant. Merci aux gens qui ont osé lever le carton violet, mais un grand bravo à ceux qui ont le carton jaune, parce que l'idée de cette édition n'était pas de dire ah Doctor Who c'était pas bien, c'était juste poser la question est-ce que c'est toujours aussi bien.